Très bien. Alors, on commence. Je vois le compteur temps qui se met en place. C'est parfait. On introduit cette rencontre professionnelle dédiée à l'eau. L'eau, une ressource à préserver, les risques climatiques à anticiper. Vous voyez qu'il y a une virgule, une césure dans le titre de cette table ronde, de cette rencontre professionnelle. On va avoir 2 temps dans cette discussion. Ma collègue Véronique Velez va introduire et animer la première table ronde et je reviendrai pour animer la seconde. Le programme, c'est la ressource, donc suivi des consommations, la qualité de l'eau qu'on trouve dans nos bâtiments et puis l'eau comme un risque inondation que l'on doit appréhender. On va débattre de ça pendant 1h30 et Véronique, je te laisse nous toucher un mot du sujet. Voilà, donc première partie sur l'eau en tant que ressource à préserver. Aujourd'hui, en France, une personne consomme à peu près 150 ou 140 litres d'eau par jour. Derrière ce volume, il y a de nombreux usages qui mobilisent de l'eau potable, mais c'est pas forcément, il n'y a pas toujours besoin d'avoir de l'eau potable. On a une réglementation, on va en parler, qui évolue sur ce sujet, sur notamment la réutilisation de l'eau. C'est une nouvelle approche qui se déploie et qui va pouvoir se mettre en œuvre dans les logements, visant à économiser l'eau, à la récupérer l'eau de pluie, mais aussi des eaux grises. Et on va voir que c'est aussi là une réglementation qui est en train d'évoluer sur cette réutilisation. En tout cas, c'est devenu de plus en plus un enjeu de mieux gérer l'eau potable à la fois sur sa quantité et sa qualité. Sous l'effet du changement climatique. On a d'une part les fleuves, leur débit se réduit d'année en année. Les métropoles voient leur nombre d'habitants augmenter. Et l'accès à l'eau potable risque de ne plus être garanti dans les années à venir. On a déjà des permis de construire qui ne sont plus attribués à cause de l'eau. Des communes qui sont aussi sans eau potable pendant plusieurs mois de l'année. Bref, il s'agit donc pour les bailleurs sociaux d'aménager autrement, et ça va être la deuxième table ronde, mais aussi d'économiser encore plus l'eau potable dans les logements. La réglementation va nous y contraindre et de développer le recours à des eaux non conventionnelles qui s'appellent maintenant les EICH pour certains usages domestiques, puisque le verrou réglementaire est en train d'évoluer et à sauter. Donc, pour cette première table ronde sur la ressource en eau, j'invite les intervenants à nous rejoindre. Donc, Maxime Roger, qui est directeur eau du CSTB, et Maxime, donc c'est une grande direction d'une centaine de personnes au CSTB sur l'eau. Lionel Mur, qui est responsable politique environnementale et innovation technique chez Logiciamp, et Claudine Stéphane, qui est chez Batigère Développement, responsable de projet de valorisation du patrimoine. Merci à tous les trois. Donc voilà, je disais 149, c'est peut-être un peu moins maintenant, on le verra, mais bon, on va revenir là-dessus. Voilà la répartition de la consommation d'eau dans un logement. Et bien évidemment, tous les usages ne nécessitent pas d'eau potable. Donc on va voir comment on peut gérer ces différents usages, en tout cas en réutilisant les eaux pluviales, les eaux grises. On voit de plus en plus aussi apparaître des projets avec des toilettes sèches séparatives dans les logements collectifs. Et puis bien sûr, ça a un impact aussi sur la végétalisation, la désimperméabilisation. Donc peut-être premier point sur le sujet réglementaire, où on en est de toutes ces évolutions sur la gestion de l'eau dans les logements. Il y a plusieurs textes en cours, certains sont encore en phase de concertation, et c'est Maxime qui va faire un premier point sur ce sujet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai essayé de synthétiser les dernières évolutions de la réglementation, parce que sinon le panorama serait quand même assez large, mais déjà les dernières évolutions qui parlent de sobriété ou d'utilisation d'eau non conventionnelle. On a la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, qui a installé un indicateur de consommation en eau. Aujourd'hui, cet indicateur il permet de faire un calcul conventionnel sur les consommations d'eau. C'est un début, puisqu'il n'y avait pas forcément de méthode pour calculer la consommation d'eau d'un logement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément un seuil à atteindre, ce n'est pas forcément prescriptif. C'est encore un peu devant nous, il y a des étapes de concertation, comme l'a dit Véronique. Donc on a ce cap à franchir. Ça pourrait devenir prochainement un objectif à atteindre, très clair, avec finalement, comme l'esprit de la RE 2020 sur le carbone, des objectifs de résultats de plus en plus exigeants. De plus en plus exigeants, ça veut dire qu'on aura de facto plus le choix que
recourir à des équipements hydroéconomes et à utiliser des ressources d'eau alternatives lorsqu'on peut. Et d'ailleurs, sur l'utilisation alternative, on a le décret et l'arrêté du 12 juillet 2024 qui ont ouvert la possibilité réglementairement de recourir à des eaux qualifiées d'impropres à la consommation humaine. Donc c'est ça le terme ICH par comparaison avec le DCH qui est l'eau destinée à la consommation humaine. Finalement, ces textes, c'est la définition d'un nouveau référentiel de qualité d'eau. On a une nouvelle qualité d'eau qui peut circuler dans le bâtiment, le ICH, avec des critères bio et chimiques, physico-chimiques à respecter. Cette réglementation, elle est construite autour de ce référentiel de qualité. Le propriétaire du réseau, il peut utiliser des eaux alternatives à condition de respecter cette qualité d'eau. Donc c'est assez contraignant. C'est assez nouveau puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de textes qui permettent d'encadrer ces usages-là. Il n'y a pas de règles de l'art sur ces nouveaux produits, ces nouvelles installations. Par contre, il y a beaucoup de responsabilités nouvelles aussi. Il y a des nouvelles responsabilités pour le propriétaire, pour l'installateur, pour la maintenance et l'entretien de ces installations. Donc tout est à construire en termes d'organisation de la mobilisation des professionnels. L'esprit, c'est une obligation de résultat pour ces acteurs. Et à la fin, on a quand même un verrou qui s'est ouvert puisqu'on peut dorénavant utiliser des eaux non conventionnelles pour des usages très majoritairement hors alimentation et hygiène. Mais voilà, ça ouvre quand même des perspectives. Et puis, il y a des travaux qui se font en complément de ces travaux réglementaires. Vous avez certainement entendu parler de CAP 2030 avec plein de groupes de travail. Il y en a un qui est dédié à l'eau, à la gestion de l'eau. Ce groupe de travail mobilise beaucoup d'acteurs et c'est un franc succès par rapport à cette mobilisation. Ça a permis de mettre en place des indicateurs. Il y en a un sur la gestion des eaux pluviales. Alors c'est très critiquable puisqu'on reste toujours dans un schéma un peu classique de gestion de l'eau à la parcelle et on n'arrive pas à franchir les échelles entre le bâtiment, la parcelle, l'îlot, etc. Mais c'est déjà un indicateur de performance sur cette gestion d'eau pluviale. Et puis on est en train de construire un score pour pouvoir identifier et faciliter le choix de solutions qui sont performantes en usage. Il y a des solutions hydroéconomes qui nécessitent plus de maintenance et pour lesquelles, pour le coup, la garantie de performance en usage n'est pas forcément là. Vous avez l'image assez simple que vous pouvez vous représenter, c'est les toilettes à double chasse. Je ne sais pas si vous êtes sûr de vous quand vous appuyez sur le bouton que vous êtes sur la petite chasse. Voilà, donc c'est l'exemple assez concret de comment on peut identifier et garantir la bonne performance de ces équipements-là, de façon à éviter les contre-performances, tout simplement. Donc c'est trois travaux en cours en fait à part le nouvel arrêté de 2024, mais les deux autres sont encore en négociation, en concertation. Peut-être du côté de Lionel, donc chez Elogisimp, comment vous gérez ce sujet sur la consommation d'eau dans les logements? Vous avez fait pas mal de choses depuis pas mal d'années, justement pour réduire la consommation d'eau par personne dans les logements. Oui, effectivement, on a travaillé dessus depuis une vingtaine d'années déjà et on a voulu reformaliser les choses avec notre plan climat. Et Elogisimp, c'est 30 000 logements, principalement à Paris, donc en site urbain, avec une consommation moyenne qu'on avait identifiée à 120 litres d'eau. Alors c'était une statistique parisienne, on n'a pas les mêmes usages sur du site urbain dense. On n'a pas de voiture à laver, on n'a pas forcément de jardinage. Donc avec Haute-Paris, on avait établi cette moyenne de 120 litres en 2019 et on s'est donné pour objectif, sans savoir vraiment quel était l'objectif raisonnable, de passer en dessous de 100 litres par jour et par personne. Pour ça, vous en êtes où? Vous y êtes ou pas aux 100 litres? Je vais y venir tout à l'heure. On dirait qu'on y est, mais c'est le point stratégique, c'est de savoir combien exactement. On a tous des questions de régule de charge, on compte l'eau chaude, on compte l'eau froide, parfois il y a plusieurs compteurs, et donc tout ça est passé par le renouvellement de notre marché de comptage. On a pu travailler dessus en 2021 avec de la location entretien relevé sur 12 ans, des compteurs fiabilisés, puisqu'on a aussi l'obsolescence des équipements, pas seulement hydroéconomes, tout en poursuivant nos actions sur les équipements hydroéconomes, puisqu'on a un accord robinetterie dans le cadre d'un accord collectif qui permet à nos locataires de gérer justement le remplacement des équipements, de gérer les fuites plus rapidement qu'en attendant la facture ou la régule de charge de l'année suivante. On va faire un petit focus sur justement le travail qu'on a fait sur ce marché de comptage. L'enjeu, c'était aussi de pouvoir donner la donnée, de pouvoir donner les informations à nos locataires. Le déploiement des compteurs, il s'est fait en 2021 et on a travaillé tout 2022 pour réussir à connecter
notre base patrimoine avec la base des différents prestataires, puisque c'est un marché multi-lot, multi-attributaire. Il a fallu gérer les bases de données de chacun. Et aujourd'hui, depuis 2024, on a directement sur le portail de nos locataires la possibilité pour chacun de voir le dernier relevé de consommation. C'est un travail aussi de conviction qu'il faut avoir auprès des locataires, puisque ce qu'on voit, là, la courbe bleue qui n'est pas très lisible, c'est que tout au long de l'année, on n'a pas tellement de saisonnalité, mais aujourd'hui, on n'a que 10 à 15% des locataires qui consultent leur télé-relevé, et en moyenne 3 fois par an. Donc ce n'est pas encore un outil de détection quotidienne. On imagine qu'ils y vont quand ils rentrent de vacances ou quand ils ont l'impression qu'il y a une fuite. Et ce n'est pas un suivi qu'on fait comme on pourrait vérifier son loyer ou sa quittance chaque mois. Ce qui est important aussi sur ce portail locataire, c'est qu'ils peuvent paramétrer des alertes en termes de consommation pour pouvoir réagir et mieux maîtriser les risques de fuite. Et il y a aussi un paramétrage qu'on a mis en place sur des alertes fuites automatiques. On a aussi géré les différents niveaux d'accès pour que nos gestionnaires en agence et au siège puissent avoir des périmètres de visibilité suffisamment adaptés pour intervenir. Et puis surtout, on a poursuivi, je parlais du contrat robinetterie et des équipements hydroéconomes, on a pu mettre en place un lien direct entre les données issues des comptages et les prestataires du marché robinetterie, donc ils peuvent s'auto-saisir et intervenir sur les détections de fuite. Ça, c'est toute la panoplie qu'on a essayé de mettre en place et qui commence à agir pour justement maîtriser les consommations, puisqu'on ne peut pas encore demander à nos locataires de prendre moins de douches, mais on peut leur donner les moyens de savoir quand il y a une fuite ou de pouvoir voir tout de suite les effets de ce qu'ils peuvent engager comme éco-gestes. Voilà, même chose côté Batigère. Quelle communication vous faites avec les habitants sur l'eau, sur peut-être les kits hydroéconomes, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour économiser l'eau? Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'information aux locataires sur les économies d'énergie et les économies d'eau est un point fondamental de la volonté de sobriété et de maîtrise des charges qui est inscrite dans la politique commune de Batigère. Donc effectivement, de manière systématique, après des travaux de réhabilitation ou des travaux de construction, on délivre un guide des gestes verts en fait, qui rappelle les bons gestes, qui permettent d'inciter un comportement responsable avec des gestes simples. Pour les sensibiliser au mieux, on quantifie en fait les niveaux de gaspillage. Par exemple, pour l'utilisation, vous le disiez tout à l'heure, d'une chasse d'eau ou des économies faites par rapport à l'utilisation d'une douche par rapport à un bain. Et effectivement, on quantifie aussi économiquement la valeur, en fait, la perte économique qui est induite de ce geste. Voilà. Et puis effectivement, c'est des gestes au quotidien. Quand on réhabilite, on est en contact direct avec les locataires et ça nous permet de faire passer des messages au quotidien. Avec le relais, évidemment, des gardiens sur site, etc. Voilà. Mais ça, c'est des choses assez classiques. Je pense que vous faites déjà depuis des années. On a les gestes verts, les équipements hydroéconomes, c'est quelque chose qui est assez partagé par tous les bailleurs, je pense. Le travail sur les douches et les bains, c'est un sujet qui est sensible aussi. Au moment où on a engagé notre plan climat, on s'est posé la question de pérenniser les baignoires ou pas dans nos nouvelles opérations. Donc on le réfléchit au cas par cas parce que c'est toujours un arbitrage à faire entre l'attente de confort de nos locataires et puis la nécessité d'avoir des équipements qui n'encouragent pas des usages supérieurs de l'eau. Alors peut-être un point plus nouveau, c'est justement quels sont les impacts en fait, qu'est-ce qui compte sur cette consommation d'eau domestique, quels sont les déterminants, peut-être quelques éléments d'éclairage là-dessus côté CSTB. Alors une des missions du CSTB en tant qu'établissement public, c'est d'apporter, de créer des connaissances justement sur ces usages. On a des ordres de grandeur en tête qui peuvent être très différents selon les lieux où on se trouve, selon les types de bâtiments qu'on exploite.
Le CSTB mène des projets de recherche avec des acteurs publics et des acteurs privés. À gauche, je vous ai mis un exemple, c'est le projet DROP qu'on mène avec plus de 20 collectivités territoriales, dont l'objectif c'est d'aller instrumenter des logements de façon à mesurer concrètement les usages réels de l'eau dans ces logements et de mesurer les impacts de l'action publique en matière de communication ou en matière de subvention d'équipement ou en matière de, voilà, de tout ce qui peut accompagner les économies d'eau. Donc ce projet il est en cours, il est en train de se réaliser. On est en train de déployer la campagne d'instrumentation sur plus de 400 logements en France. Vous voyez un peu la couverture, c'est assez large. Plutôt métropole ici malheureusement, on n'a pas beaucoup de DROM. Et puis avec des acteurs privés, le CSTB a des clients aussi qui sont des fournisseurs de produits, de systèmes de canalisation ou de produits, d'équipements de robinetterie. Et on a pu mener des projets vraiment de mesure de l'impact du choix de la robinetterie, par exemple, sur la douche. La douche, c'est un poste qui est assez rituel. On prend une douche, quel que soit le type de robinetterie, on va prendre quasiment la même douche. Mais par contre, il y a des vrais impacts dans le choix de robinetterie. Le temps de réglage est radicalement différent selon le choix du mitigeur que vous allez installer. L'impact d'une perturbation, alors une perturbation, c'est quand quelqu'un fait la vaisselle pendant que vous prenez une douche, on re-règle. Voilà. Là aussi, le choix de la robinetterie a un impact. Les robinetteries ne sont pas toutes aussi performantes en matière de débit et de qualité de la douche. Finalement, notre mission en tant que centre de recherche ici, c'est de pouvoir objectiver ces données-là pour aider les acteurs ensuite à faire les choix, choisir l'équipement qui est le plus adapté à sa situation. La conséquence de ça, sur la slide d'après, c'est une fois qu'on a des données, qu'est-ce qu'on peut fournir comme information à des propriétaires comme les bailleurs sociaux qui peuvent avoir un parc de logements assez conséquent. Là, on est plutôt sur un parc existant. Donc, vous voyez ici des distributions de consommation d'eau. On peut identifier sur les courbes des logements qui sont atypiques. Donc on peut détecter les anomalies. Là, en fonction des consos d'eau qu'on aura relevés sur les bâtiments, on peut aller chercher les logements qui présentent une consommation visiblement anormale. Si on est sur un T1, on devrait consommer tant de mètres cubes, et puis on détecte assez vite les logements qui ont une consommation anormale. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec de la télérelève, la détection de fuite. Bon, finalement, c'est comment je peux observer, monitorer un patrimoine de logements. Et à droite, vous avez les conséquences qu'on peut en tirer en termes de stratégie aussi de rénovation. Là, le graphe qui vous est présenté, c'est le nombre de logements par année de construction. Et en fonction de ces années de construction, on n'a pas les mêmes équipements installés à l'intérieur. Et en fonction de si le logement a fait l'objet d'une rénovation ou pas, etc., on essaye d'estimer les gains à faire tel type de travaux. Remplacer les chasses, remplacer la robinetterie, etc. Donc c'est des simulations qu'on fait sur ces parcs de logements. Ce qui nous a permis, ici c'est un exemple qu'on a fait avec Action Logement, de voir qu'en remplaçant la robinetterie sur 30% des logements, on gagnait 10% sur l'ensemble du parc en termes de consommation d'eau. C'est pas négligeable. 10%, c'est l'objectif du plan eau qu'on se fixe tous. Donc voilà, remplacer la robinetterie, c'est pas un investissement travaux. C'est un investissement, oui, mais on est dans le petit investissement par rapport à un parc. Donc on obtient des données assez fiables qui peuvent clairement alimenter une stratégie pour un propriétaire. Beaucoup. Peut-être quelques exemples côté Batigère, justement, de cette nouvelle gestion de l'eau, de la consommation d'eau potable dans les logements, avec ce premier projet. Oui, un premier projet que nous sommes en cours de livrer. Il s'agit de la réhabilitation de 200 logements, donc Batigère Habitat, qui se situe aux portes de la Villette. Vous pouvez le voir sur l'image. C'est une des portes d'entrée du parc de la Villette et de la Cité des Sciences. Voilà, donc c'est un bâtiment assez complexe, une réhabilitation d'un bâtiment des années 90. Voilà, donc effectivement, on a fait le constat d'un gaspillage d'eau au niveau de l'arrivée d'eau chaude, en fait. Donc il y a un temps d'arrivée d'eau chaude qui est extrêmement long et qui engendre en fait un gaspillage assez important. Donc, suite à un diagnostic technique et social, on s'est rendu compte de ce problème. Et la configuration architecturale de ce bâtiment qui fait 160 mètres de long et qui contient donc une chaufferie gaz collective qui est partagée entre les différentes copropriétés de la résidence, enfin de l'ensemble urbain.
génèrent en fait des réseaux d'eau qui sont extrêmement longs, des réseaux horizontaux extrêmement longs, avec un réseau primaire et un réseau secondaire de desserte verticale qui était sous-dimensionné, mal calorifugé et puis assez inaccessible pour son entretien. Et enfin, le dernier constat fait, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est effectivement qu'on avait des mitigeurs qui avaient été posés, des premiers modèles de mitigeurs voilà, qui sont peu performants et qui fonctionnaient avec un tirage de 12 litres à la minute. Voilà. Donc, fort de ce constat... C'était avant. C'était avant, exactement. Donc, après, effectivement... après la réhabilitation, nous avons mis en place, sous les bons conseils de notre groupement RVA et GTM Bâtiment, pour pallier à ces surconsommations, de recréer un nouveau réseau d'eau pour limiter en fait les distances entre les gaines de desserte et puis l'équipement dans le logement. Donc on a recréé le réseau horizontal et le réseau vertical avec des travaux en milieu occupé, donc où on a recréé des gaines directement dans les logements, dans la salle de bain. Et effectivement, on a posé également des mitigeurs à économie d'eau à 5 litres minute et effectivement avec un débit, un tirage réduit à 10 secondes. Voilà, donc en fait, les calculs sont faits. On fait une économie d'eau d'environ 4 fois moins. C'est 4 fois moins d'usage, de gaspillage d'eau pour arriver à avoir de l'eau chaude dans les logements. Voilà. Un deuxième exemple. Oui. Un deuxième exemple, donc la rénovation lourde d'une résidence qui se situe dans le 20e arrondissement à Paris, donc, qui s'appelle Tourtille. Donc c'est un ensemble urbain, comme vous pouvez le voir, qui est inscrit dans un tissu extrêmement dense, qui est assez contraint. On a une cour intérieure qui est assez petite, qui fait en gros 1000 mètres carrés, et qui est construit sur les anciennes carrières de Paris. Voilà, donc avec une cour qui était essentiellement imperméable, donc seulement 10% à l'achat de cet ensemble était en pleine terre. Voilà, donc on a aménagé la cour avec une volonté de réemploi de l'eau pour l'arrosage et aussi pour le nettoyage des parties communes. Donc en fait, toutes les évacuations d'eau de pluie de toiture sont reliées par un réseau qui est souterrain et qui donc se raccorde sur une cuve de rétention. Qui est enterrée, évidemment, bien sûr, pour qu'elle soit non légélive. Et donc, son dimensionnement a été calculé par rapport aux exigences du PLU d'un abattement donc, de 4 mm de pluie. Voilà. Et... très bien. Et voilà, donc en fait, ce type de dispositif impose quand même des règles et l'arrêté du 12 juillet 2024 a rédigé un certain nombre d'obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage, avec notamment l'obligation d'avoir un réseau séparatif, de bien indiquer que ce sont des eaux non potables et d'avoir effectivement des robinets de puisage qui soient verrouillés. Voilà, donc ça c'est toute une installation qui a été contrôlée par l'eau de Paris et qui nécessite évidemment des contrats d'entretien biannuels. Pour l'arrosage et pour donc le nettoyage des parties communes, enfin surtout pour en fait les espaces verts, en cas de sécheresse, on a un bypass qui permet de relayer l'eau au réseau d'eau potable. Et puis, en cas de surcharge, puisqu'on récupère les eaux moyennes, en cas de surcharge de cette cuve, il y a un trop-plein en fait, qui permet de rejeter l'eau vers le réseau d'assainissement de la ville de Paris. Voilà, donc c'est un projet qui s'intègre dans un projet global de réaménagement de la cour,
avec une renaturation de cette cour qui a aussi limité finalement le dimensionnement de cette cour, parce qu'il y avait cette volonté de rafraîchissement de la cour. Et puis, étant sur les carrières de Paris, nous ne pouvions pas avoir une cuve extrêmement grande. Voilà, donc vous voyez quelques exemples de la réalisation 6 mois après la réhabilitation, avec effectivement ces espaces verts, les cheminements en dévers qui permettent le reruissellement de l'eau vers la pleine terre. Et puis des pavés drainants aussi, qui sont un bon moyen pour absorber l'eau. Il y a eu un financement Agence de l'eau, Seine-Normandie, pour ce projet? Apparemment, oui, évidemment, il y a eu un soutien de l'Agence de l'eau Paris-Seine-Normandie, et puis un soutien aussi au niveau de la conception, puisqu'ils nous ont aidés vraiment à réfléchir à ce projet de la manière la plus intelligente. Donc on a beaucoup appris aussi à travailler avec eux. Et puis un soutien aussi de la ville de Paris par rapport à la création d'un îlot de fraîcheur. Très bien, donc on a vu des exemples de réduction de la consommation d'eau potable dans les logements, de réutilisation, de gestion des eaux pluviales un peu différentes. On en vient aussi au sujet justement de ces eaux non conventionnelles. Peut-être qu'est-ce que vous faites, Lionel, chez Logisimple là-dessus? Oui, on a testé beaucoup de choses effectivement sur la réutilisation, la récupération des eaux pluviales. Alors au fil des réglementations, c'était juste un petit stock dans le jardin pour arroser des jardins partagés qui étaient soumis à comment les locataires se l'appropriaient ou pas. Il y a eu des stockages en sous-sol avec la problématique de la pompe de relevage qu'il faut entretenir. Il y a le dimensionnement du stockage qui pose question. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche simplifiée peut-être, de se dire que le meilleur stockage des eaux pluviales, c'est dans un sol, donc que ce soit sur une toiture végétalisée ou bien dans le sol désimperméabilisé, comme on l'a vu sur la cour de la rue de Tourtille. Ça lutte aussi contre l'îlot de chaleur urbain, puisque l'eau peut s'évaporer par la végétation, et ça rend l'eau disponible pour les arbres qu'on arrive à planter au fil de nos opérations. Tout ça s'est intégré aussi dans les actions avec la ville de Paris et l'agence de l'eau Seine-Normandie. On a signé un engagement commun, un contrat, excusez-moi j'ai oublié le nom, eau et climat, voilà, en 2020. Et dans ce cadre-là, il y a des liens qui se sont renforcés sur les opérations, sur les accès au financement de l'agence de l'eau. Et c'est aussi un apprentissage pour nos équipes de maîtrise d'ouvrage, parce que tout à l'heure on se posait la question, parfois on ne pense pas aller chercher le financement, et du coup il y a un moment où dans les arbitrages financiers sur l'opération, il y a un risque que les ambitions diminuent sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on désimperméabilise systématiquement, on l'étudie aussi bien dans les opérations neuves que dans la réhabilitation du patrimoine existant, et on l'étudie aussi dans notre plan stratégique du patrimoine. À chaque fois qu'on fait une réflexion de toiture, on étudie les capacités structurelles de l'immeuble à porter une toiture végétalisée pour faire tampon et pour aussi protéger la ressource en eau en évitant de faire déborder les stations d'épuration à chaque orage ou à chaque pluie qui dépasse le seuil prévu par le PLU. Notre bilan pour l'année 2025, ce sera 2400 m² à peu près de désimperméabilisés. Si on remonte jusqu'à 2019 et l'adoption de notre plan climat, on est aujourd'hui à 2 hectares désimperméabilisés. Ça paraît un peu petit, mais je le rappelle, on est en site urbain, sur des opérations où on a toujours très peu d'espace extérieur, et donc on compte les mètres carrés presque un par un. Et 10 mètres carrés, c'est déjà un succès d'avoir réussi à désimperméabiliser 10 mètres carrés. On a un petit exemple derrière, justement, d'une opération qui peut sembler modeste. On est dans le 16e arrondissement. Vous voyez, dans la cour, il y avait un petit préau pour abriter le tri des déchets et le stationnement vélo. À l'occasion de la réhabilitation du patrimoine, on a pu enlever cette toiture zinc qui se contentait de détourner l'eau de pluie pour la renvoyer à l'égout immédiatement. On a pu fermer le rez-de-chaussée pour améliorer la qualité des espaces de tri et de stationnement des vélos, et installer une toiture végétalisée. C'est un peu plus joli, enfin c'est subjectif, mais pour les riverains de la cour, c'est un peu moins de 100 mètres carrés seulement, mais c'est un sujet que c'est par petits bouts comme ça qu'on arrive à créer une grande surface
Et pour l'anecdote, c'est une opération qui n'a pas été financée par l'agence de l'eau parce qu'elle est partie avant la signature du contrat Eau et Climat, et donc on n'avait pas le réflexe de les saisir. Très bien. Peut-être pour aller plus loin, on l'a abordé tout à l'heure sur les eaux impropres à la consommation humaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous avez aussi caractérisé un certain nombre d'usages possibles côté CSTB. Alors, je me rends compte là par le retour que c'est pas forcément lisible, mais c'est les couleurs là qui sont. C'est pas nous qui avons produit ce tableau, c'est un tableau qui a été produit par la Direction générale de la santé pour essayer d'expliquer ce qu'on a le droit de faire dorénavant avec les arrêtés de juillet 2024. Donc on a différents types d'eau, ça c'est les colonnes, différents usages, ça c'est les lignes, et en fonction de la couleur, si on est dans une ligne verte, ça veut dire qu'on peut faire une installation qui utilise ce type d'eau pour cet usage sans démarche administrative particulière autre qu'une déclaration. Quand on est dans les zones jaunes, on peut avoir un certain nombre, je dis sans déclaration dans la plupart des cas. Pour les établissements recevant du public sensible, on peut encore avoir besoin d'une autorisation. Dans les cases jaune et orange, là, on va être dans les situations où on est soumis à expérimentation. Ça veut dire que la Direction générale de la santé produit un arrêté d'expérimentation pour pouvoir réaliser ces cas-là. Puis les cases rouges, c'est celles qui sont encore interdites aujourd'hui. Donc là, c'est principalement les usages hygiène et alimentaires qui sont encore interdits. Donc l'arrêté et le décret de juillet 2024, ils ouvrent la possibilité de réaliser des installations avec une obligation de résultat sur la qualité d'eau, mais sans préciser les moyens. Donc là, on a une ouverture, mais pas encore tous les outils sur le marché pour réaliser des opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prescrire ces installations-là, c'est encore un peu hasardeux. Il n'y a pas de guide de conception, il n'y a pas de DTU, il n'y a pas de règles professionnelles. Il y a encore tout à écrire. Il n'y a pas de méthode d'analyse des risques pour que le concepteur et l'installateur puissent s'assurer qu'ils ont bien travaillé, pour même réceptionner les installations. Et puis, il y a un certain nombre de compétences que les professionnels ne se sont pas encore appropriées. Donc, il y a des risques juridiques aussi qui sont qui sont encore un peu flous. Donc on a besoin collectivement de s'organiser là-dessus, on a besoin de pouvoir produire cette doctrine technique parce que c'est, je pense, l'étape incontournable pour pouvoir massifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est compliqué et c'est cher parce qu'il n'y a pas de solution industrialisée et standardisée, mais faute de cadre, les fournisseurs ne peuvent pas standardiser et massifier la production de solutions techniques. Donc on est un peu à cette croisée des chemins où on peut, mais c'est difficile. Donc pour ça, on essaie d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit des propriétaires ou des maîtres d'œuvre, des architectes ou des bureaux d'études qui ont des solutions, de façon à pouvoir les sécuriser. Quand je dis les sécuriser, c'est obtenir une couverture assurantielle, obtenir les visas des contrôleurs techniques sur ces chantiers-là. Et ça passe... ça, c'est un des métiers classiques du CSTB. Vous avez certainement eu affaire au CSTB pour ça, par des avis techniques, des ATEX ou des certifications. Donc il ne faut pas oublier que ces procédures-là, elles existent déjà pour d'autres types d'ouvrages, gros œuvres, secondes œuvres. Bon, là, on est en train de les utiliser maintenant pour ces installations de réseau intérieur. Donc voilà, c'est assez classique pour le monde du BTP, mais oui. On part d'une feuille, on a tout à construire ensemble. C'est ça, on a tout à construire. Donc on commence aussi à l'USH à répertorier et à prendre un peu toutes les expérimentations que vous pouvez faire sur ce sujet de la réutilisation des eaux, soit pluviales, soit grises, dans les logements. Et on va faire une publication avec la Banque des territoires dessus, donc qui sera diffusée en début 2026. Donc je suis preneuse vraiment aussi de tous vos retours, parce que je ne pense pas que je les ai tous pour l'instant. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on est très en amont. Alors on en parle, on en a beaucoup parlé du sujet eau au Congrès cette année. Lionel, côté logicien, parce que vous êtes prêt, vous avez fait des actions aussi un peu sur la réutilisation des eaux grises. Il y a des choses qui marchent ou pas encore? On a fait des actions, mais c'est toujours sous le risque de c'est compliqué, c'est cher et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc on a vraiment besoin de guides, on a vraiment besoin de normes pour pouvoir y aller et pas se tromper sur le dimensionnement, pas laisser un bureau d'études tout seul avec une projection selon sa connaissance ou ses propres retours d'expérience
qui ne va pas forcément répondre à nos besoins. Et puis bon, le tableau, là, il est exhaustif, mais il fait peur. Donc il faut qu'on travaille le sujet, il faut qu'on ait des solutions prêtes et qu'on puisse s'engager dessus. Donc tout le travail qu'on pourra faire de mise au point, il sera utile, effectivement. Tigère, non, vous testez pas pour l'instant? En tout cas, pour la partie réhabilitation, les projets voilà, que tu... ce sont des sujets, effectivement, qu'on n'a pas encore mis en place, effectivement, pour les sujets évoqués de coûts, mais pas seulement. Sur l'exemple de Tourty, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait écarté parce qu'en fait, c'était pas la priorité. Comme on l'a vu tout à l'heure, on était très limité dans la place, donc il a fallu faire des choix. On était sur un bâtiment à caractère historique qui vraiment ne s'adaptait pas du tout à cela. Et voilà. Et puis il y a la question aussi de l'usage, enfin de l'utilisation de cette eau grise, et le risque en fait pour les locataires d'être en contact avec ces eaux impropres. Comment gérer cette question-là au quotidien sur les chasses d'eau ou autres, il y a toujours un risque sanitaire en fait qui n'est pas facile à régler, je pense. Donc pour ces motifs, on n'a pas encore expérimenté ce sujet. Peut-être pour donner un peu de visibilité sur l'actualité, il y a des industriels qui fournissent des procédés de traitement ou des équipements sanitaires aujourd'hui qui ont sollicité le CSTB. Donc on a des demandes d'ATEX et d'avis techniques en cours, on va dire, d'instruction. Donc pour les demandes d'ATEX, c'est principalement sur des modules, des procédés de traitement qui commencent à s'industrialiser, qui peuvent être installés dans les immeubles. Donner aussi une petite opinion, la qualité d'eau qui est décrite dans l'arrêté EICH, effectivement, elle est très exigeante. On n'est pas très loin de l'eau potable, c'est pas de l'eau potable, mais on est quand même sur un niveau de qualité qui est assez exigeant. Et puis sur les équipements, on a des fournisseurs d'équipements, donc des blocs WC, des robinets, tout ce genre de choses qui sollicitent aussi le CSTB et les groupes d'experts pour formuler des avis techniques de façon à justement un peu à donner des garanties dans les opérations aux acteurs du marché. Et peut-être aussi en guise d'ouverture, il y a le lien à faire. Enfin, il n'y a pas que l'indicateur carbone. On est aussi dans tout ce qui est consommation d'eau dans la fabrication des équipements, des matériaux. Et ça, peut-être que vous pouvez aussi en dire deux mots, ou vous participez aussi au CSTB à des projets dessus. Moi, j'avais noté Innovo ou Aquaprint. On vient d'apprendre, et on en est très heureux, que l'ADEME nous fournit un financement pour un projet qui s'appelle Aquaprint, qui est réalisé en partenariat avec l'agence AIA et l'alliance HQE. Et le but ici, c'est de prendre du recul et d'avoir une vraie vision globale en cycle de vie d'un projet de construction pour aller donner des outils de calcul de ce qu'on a appelé l'empreinte eau d'un bâtiment. Et donc, c'est... L'objectif de ce projet, c'est de fournir à un maître d'ouvrage ou à un porteur de projet, dès les premiers instants du projet, dès les phases esquisse ou programme, des outils d'arbitrage pour remettre l'eau au même niveau que le carbone, l'énergie ou même l'économie du projet. Donc remonter la variable eau comme une variable d'arbitrage dès les phases amont du projet, c'est l'ambition de ce projet. Et avec une approche méthodologique scientifique, en analysant cycle de vie, pour remettre aussi les ratios de chaque contribution à cette empreinte eau. On a parlé beaucoup de la consommation d'eau dans le logement, mais finalement, l'eau, elle se trouve aussi dans la fabrication des produits, dans le chantier, dans le vecteur énergie qu'on choisit. On utilise de l'eau en fonction du choix du vecteur énergie qu'on a, en fonction des stratégies qu'on aura d'intégration du bien dans le milieu. On ne va pas avoir la même consommation d'eau, la même restitution d'eau à l'environnement. Et donc ce projet, il va nous permettre de fournir des outils de calcul là-dessus pour que dès les premiers moments du projet, on puisse faire de l'eau aussi un levier d'arbitrage, comme le carbone, comme l'énergie ou même les euros, parce que c'est à ces moments-là qu'on peut faire c'est à ces moments-là qu'on peut laisser des portes ouvertes, parce que plus on avance dans le projet, moins on a de marge de manœuvre en termes de choix techniques ou de choix de conception. Et ce projet, il va aboutir, ce sera... Alors ce projet il démarre tout juste du coup et il est prévu sur 30 mois avec deux phases où on va mobiliser de nombreux acteurs, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre principalement,
dès le début pour, je dirais, co-construire l'architecture de cet outil, de quelles informations on dispose et qu'est-ce qu'on veut comme indicateur avec cet outil. Donc ça, c'est des moments où on va consulter les professionnels. Et en aval, pour tester sur des cas réels et s'assurer que les modèles de calcul sont calés et qu'ils ne donnent pas des valeurs complètement à côté de la réalité. Donc pour ça, on va s'appuyer sur l'Alliance HQE et tout le réseau de l'Alliance pour mobiliser des propriétaires et faire du suivi des consommations sur ces bâtiments et comparer avec le calcul, donc avec des projets plus ou moins matures, soit qui sont déjà en place, soit qui sont en cours de construction, et de façon à caler les modèles, quoi, à s'assurer que ça marche. Très bien. Juste pour terminer aussi cette table ronde, l'USH a bien avancé là, sur une étude sur le suivi des consommations d'eau dans les logements, donc avec le CSTB et avec Cap Fluide Consulting qui est là aussi. Voilà, tout ce qui est télérelève, tout ce qui est pilotage de la data eau, en fait, on travaille sur ce sujet. Et bien sûr, sur les mètres carrés, Paul va en parler dans la deuxième table ronde, mais on suit aussi tous les hectares et tous les mètres carrés désimperméabilisés avec les agences de l'eau dans le baromètre. Peut-être que, est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser aux intervenants? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie et puis j'invite les intervenants de la deuxième séquence à nous rejoindre. Merci Véronique, merci à tous les intervenants. Véronique ne part pas avec la zapette. Merci. Et alors on notera qu'ils ont pris le sujet de la sobriété en eau au pied de la lettre. Personne ne s'est désaltéré pendant la table ronde. N'hésitez pas si vous avez besoin. On va passer à un autre sujet, l'eau, mais sous le volet risque. Ce qu'on a entendu là, durant la première table ronde, c'est qu'il y a toute une grammaire technique, architecturale qui se met en place pour envisager le circuit de l'eau dans le logement, pour économiser l'eau, utiliser des équipements hydroéconomes. On le sait aussi, il y a une architecture qui doit évoluer de nos bâtiments par rapport aux risques liés à l'eau, ou en tout cas à l'augmentation des précipitations. C'est la forme des toitures, c'est l'emprise au sol, c'est la désimperméabilisation du sol, c'est des noues paysagères à insérer pour que les risques liés à l'eau, les inondations par débord de cours d'eau, par ruissellement, par remontée de nappe, puissent être gérées en ville, et en ville notamment sur le patrimoine des bailleurs, parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser. Donc il y a ce sujet effectivement de penser les bâtiments et l'aménagement du cadre urbain pour être plus résilient face aux risques. Dans les risques, je citais l'inondation, on peut étendre le sujet, le stress hydrique, les phénomènes de sécheresse, c'est aussi une vraie problématique pour les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Bon, ça, on en a parlé mardi matin dans le cadre d'une autre rencontre professionnelle, de même que le recul du trait de côte ou les risques de submersion marine. Bref, on est un peu cerné par les risques liés à l'eau, et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quelques chiffres que les réassureurs, enfin la CCR, nous communiquent. En 2023, les catastrophes naturelles liées aux inondations, c'était entre 800 millions et 1 milliard d'euros. C'est toujours depuis 40 ans, pardon. C'est le premier risque climatique qui pèse sur les dommages recensés par la CCR. Et évidemment, on ne va pas aller mieux, puisque ce que nous disent les prévisions de la Caisse centrale de réassurance, c'est qu'en projeté, c'est près de 50 milliards d'euros les coûts liés aux inondations entre 2020 et 2050. Donc il y a là aussi une urgence à agir pour se dire pas uniquement comment on préserve la ressource, mais comment on aménage nos territoires et nos parcs, nos bâtiments, pour prendre en compte ce risque d'inondation. Alors, toute la question qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui est du registre des collectivités, avec les PPRI, avec les PAPI, avec ce vrai sujet effectivement d'intervention régalien pour traiter ce risque d'inondation. Mais on va peut-être se dire que ça ne suffit pas et qu'il y a des marges d'action qui sont à la portée des bailleurs pour voir comment on aménage le parc pour répondre à ce sujet effectivement de résilience et protéger les actifs, les bâtiments et les locataires. Voilà, on pose un peu le sujet. Pour en parler, 3 intervenants.
Donc, Ouida Tejini de l'URHLM Grand Est, qui était une UR pionnière dans ce sujet de l'eau et de partenariat avec les agences de l'eau. Solène Le Fur, qui dirige le programme Eau à la Banque des Territoires. Et puis Hervé Canler, de l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui porte le sujet effectivement et des actions avec les bailleurs, avec l'URHLM Hauts-de-France et la Banque des Territoires pour mobiliser les bailleurs sur ce sujet de la gestion des eaux pluviales. Pour commencer, Solène, je vous passe la télécommande pour qu'on puisse évoquer avec vous ce que c'est que le programme Eau de la Banque des Territoires et justement comment des actions se développent pour traiter un peu tous azimuts le sujet lié à l'eau et les sujets liés au risque d'inondation. Merci beaucoup Paul et merci également à Véronique pour cette invitation à cette table ronde. Donc c'est mon premier congrès HLM, donc je suis ravie d'être ici avec vous et de parler de ce sujet essentiel qui est la gestion de l'eau. Alors pourquoi la Banque des Territoires est à cette table ronde? Parce que finalement tous les constats qu'on a pu évoquer jusqu'ici à la table ronde précédente et à celle-ci, on les a constatés nous aussi, donc avec des phénomènes effectivement de risques amplifiés par le changement climatique et nos activités humaines, avec des enjeux aussi au-delà du volet quantitatif, des enjeux qualitatifs sur notre ressource en eau, ce qui contribue à une baisse de la ressource en eau disponible et avec des prévisions quant à cette ressource en eau disponible qui tendent qu'à baisser avec des projections à moins 30, moins 40% de l'eau disponible d'ici 2050. Donc du coup, on s'est intéressé évidemment à la question et on s'est dans un premier temps concentré sur la sphère des collectivités locales parce que ce sont elles qui ont les compétences de gestion des services d'eau potable d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines et également gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et ces collectivités locales, elles agissent pour une gestion intégrée de la ressource en eau. Mais quand on regarde les besoins d'investissement au regard de tous ces enjeux, on se rend compte que les investissements des collectivités locales sont moitié moindres par rapport aux besoins d'investissement. Donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement de ces collectivités locales, de participer à amplifier ces investissements bénéfiques à la ressource en eau. Et c'est pour ça que la Banque des Territoires en a fait un objectif majeur et a organisé un programme dédié avec des moyens conséquents derrière ce programme. Donc c'est 4 milliards d'euros que l'on souhaite déployer en prêt d'ici 2028 pour financer 1600 projets d'ici 2028 toujours. Ce qui est un objectif ambitieux pour nous, Banque des Territoires, parce que ça consiste à doubler l'accompagnement qu'on avait vis-à-vis de ces collectivités dans la période 2019-2022. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, pour vous faire cette présentation-là, je vais peut-être me projeter à 2026 avec un nouvel élu, Monsieur Frère, par exemple, qui endosse une compétence au sein de sa commune de gestion de l'eau. Donc il découvre, il est vraiment novice sur ce sujet. Et donc ce que propose la Banque des Territoires, c'est des outils de sensibilisation via aquagir.fr, donc qui est une plateforme qui est ouverte à tous. Et d'ailleurs, je vous invite à y aller parce que c'est riche en ressources accessibles sur la fameuse ressource en eau. Donc quels sont les enjeux qu'on a évoqués, quelles sont les compétences des collectivités. Il y a aussi beaucoup de retours d'expérience, de projets pour s'inspirer sur ce qu'il est possible de faire localement. Et puis, il y a des outils. Donc, on a déployé l'outil AquaRepère en mai 2025, qui est un outil qui a bénéficié d'un accompagnement fort des agences de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, de l'État avec le ministère de l'écologie, du BRGM, de Météo France, enfin de tous les acteurs institutionnels qui produisent de la donnée sur la ressource en eau et qui valorisent cette ressource sur la ressource en eau. Et du coup, AquaRepère, ça donne à voir quel est l'état des ressources en eau superficielles et des ressources en eau souterraines. Donc ça met en exergue de façon très concrète les enjeux de la ressource à des échelles tant administratives. Donc pour Monsieur Frère, il peut rentrer le nom de sa commune, son intercommunalité, de sa région, son département. À ces différentes échelles, il a ces enjeux qui sont révélés avec des indicateurs agrégés, avec des messages clés sur l'état de sa ressource en eau. Et donc l'idée, par ces deux aspects, donc aquagir.fr et AquaRepère, c'est vraiment
de mettre au devant les enjeux et d'inciter le passage à l'action des collectivités locales. Ensuite, dans le programme, on propose un accompagnement à la structuration des projets. Donc dès que Monsieur Frère, ça y est, il est sensibilisé, il a bien tout compris, il va chercher un petit peu à structurer un projet concret. Donc on peut apporter du cofinancement en ingénierie technique ou en ingénierie financière. Et typiquement, vous citiez un appel à projet commun avec l'URH Hauts-de-France et puis l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Donc on met au profit de cet appel à projet des moyens financiers côté Banque des Territoires, au profit pour le coup donc des bailleurs sociaux. Ensuite, on intervient en financement essentiellement avec du prêt. Donc c'est des prêts particuliers, des prêts de long terme à la Banque des Territoires, vous le savez. Donc on propose des prêts de 25 à 60 ans avec, qui collent finalement à la durée d'amortissement technique des infrastructures liées à l'eau, pour un taux qui est adossé au taux du livret A plus 0,5%. Et nos prêts ils permettent de financer jusqu'à 100% du coût des projets. Donc l'Aqua-Prêt est de plus en plus sollicité par les collectivités locales et je vous incite en tant que bailleur à aussi avoir recours à ces solutions si toutefois vos projets le nécessitent. Donc voilà, par rapport à l'objectif là, de 4 milliards tout à l'heure, pour vous donner une idée, là on est à plus de 2 milliards d'euros à cette mi-année 2025. Donc les collectivités y ont fort recours. On intervient aussi en investissement auprès de sociétés privées notamment qui proposent des services aux collectivités locales pour, encore une fois, accélérer le passage à l'action. On peut investir dans des sociétés d'économie mixte également qui opèrent sur les sujets liés à l'eau. On peut aussi être sollicité pour une offre de sécurisation quand notamment il peut y avoir pour certaines collectivités des droits de préemption sur des terrains stratégiques vis-à-vis de la ressource en eau. Et puis, on a des filiales et participations qui peuvent opérer. Et pourquoi on parle de cycle du programme Aquagir, donc le programme sur l'eau de la Banque des Territoires? C'est parce que la collectivité, une fois qu'elle a été accompagnée, elle peut se valoriser pour inspirer d'autres collectivités à passer à l'action à son tour. Dans cette perspective, et c'était annoncé, il y a l'idée aussi de développer de l'outillage pour connaître l'état de la ressource et l'état des risques, notamment les risques de crues par débordement. Je crois que c'est un sujet qui est développé techniquement. Exactement. Alors, l'état des risques par débordement, par effectivement ruissellement, tout ça est capitalisé aussi sur la plateforme AquaRepère. Donc sur cette plateforme, vous avez, selon votre territoire, l'état aussi des risques, enfin l'exposition au risque qui est présentée. À savoir qu'AquaRepère ne brasse que de la donnée publique à date, et ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Évidemment, il y a des outils plus précis qui permettent d'être en gestion de ce risque. On n'est pas à ce niveau-là d'opérationnalité. C'est un portail important et qui se développe, et vous continuez effectivement de trouver des projets, à la fois des projets d'investissement comme on disait, mais aussi des projets de gestion de données ou de connaissance de ces niveaux de risque auxquels les bailleurs aussi peuvent se connecter sur la plateforme. Complètement. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est ouverte à tous et qui est en constant développement. Et par rapport au futur développement, typiquement, on a pour enjeu, donc au-delà de la strate administrative que j'évoquais tout à l'heure, d'y intégrer des strates aussi de bassin. Parce qu'effectivement, la gestion de l'eau se fait par bassin hydrographique. Et donc, on va y intégrer cette strate de lecture-là. Et l'an prochain, on compte aussi intégrer des données liées au changement climatique pour avoir aussi, pour l'utiliser dans un contexte de prospective, pour un peu se projeter par rapport à l'état de la ressource en eau et aux risques auxquels le territoire est confronté. Alors ça a été dit par Solène, un des aboutissements, c'est aussi le fait de trouver des projets de partenariats locaux. Je me souviens à Douai, il y a quelques mois, il y a eu cette signature de convention entre l'URHLM, la Banque des Territoires et l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Hervé, peut-on rappeler le rôle des agences de l'eau pour traiter peut-être indirectement les enjeux liés aux risques liés à l'eau et c'est ce qui se dessine comme action principale portée par les agences de l'eau? Oui, merci beaucoup pour l'invitation.
Je m'excuse par avant, j'ai pas de présentation, donc je vais tâcher d'être clair dans mon propos. Donc les 6 agences de l'eau, donc en France, hein, donc sont les opérateurs majeurs, hein, les premiers opérateurs de l'État dans le domaine de l'eau. Et donc on assure une mission d'intérêt général qui est la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Donc pour assurer cette mission, on a 3 outils principaux. Le premier outil, c'est notre programme de mesure, c'est le thermomètre, hein, qui nous permet d'avoir l'état, enfin de connaître l'état en termes de qualité, quantité de nos eaux, donc de nos cours d'eau, de nos rivières, de nos masses d'eau souterraines. On a un deuxième outil qui est très important, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un outil qui fait le lien avec la planification, qui est élaboré en lien avec les plans d'adaptation au changement climatique, les plans biodiversité, le plan eau qui a été évoqué tout à l'heure avec les objectifs de diminution de 10% en termes de consommation en eau. Et ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent des grandes orientations et dispositions pour assurer cette préservation de la ressource en eau, dont une orientation qui dit clairement qu'aujourd'hui, les eaux pluviales sont à gérer au plus près de là où elles tombent, donc à la parcelle, et ne doivent plus être renvoyées dans les réseaux. Et ces orientations seront traduites dans les documents d'urbanisme des collectivités. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à la métropole européenne de Lille, qui organisait une conférence à destination des aménageurs de son territoire, dont des bailleurs sociaux, pour leur présenter leur nouveau plan local d'urbanisme, donc leur PLU3, qui impose une gestion centennale, donc du zéro rejet. Et donc voilà, il leur présentait cet objectif-là avec des moyens d'accompagnement. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Donc comment on accompagne ces aménageurs pour mettre en place ce zéro rejet. Et le troisième outil dont on a, sur lequel on est le plus connu, c'est notre programme d'intervention, enfin nos programmes d'intervention, donc qui sont basés sur un principe de pollueur, préleveur, payeur. Hein. Donc c'est des redevances qui sont prélevées auprès de tous les usagers de l'eau, publics comme privés, et qui sont reversées sous forme d'aide. Donc nous, au niveau de l'agence de l'eau, c'est majoritairement des aides qui sont versées sous forme de subventions. Hein. Donc ce sont des aides directes, il peut y avoir des avances remboursables, mais c'est essentiellement des aides directes qui sont versées donc à tous les acteurs de l'aménagement qui contribuent à améliorer cette ressource en eau. Donc là, actuellement, les agences de l'eau sont dans leur 12e programme d'intervention qui couvre la période 2025-2030 et ce qui représente environ 12 milliards d'euros, hein, dont environ 40% sont dédiés à des actions visant l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Donc on est un vieil opérateur de l'État, hein, on a été créé en 1964 par la loi sur l'eau. Et donc on est essentiellement, historiquement, on est connu auprès des services d'eau et d'assainissement, puisque notre premier métier, c'est toujours notre métier, hein, mais ça a été d'équiper les collectivités en stations d'épuration, en réseau, en stations de traitement des eaux potables. Et donc aujourd'hui, ce système de gestion qui a été mis en place, donc ce petit cycle de l'eau, hein, donc ce cycle humain de l'eau, fonctionne bien. Par temps sec, tout se passe bien. Hein, les eaux usées sont bien collectées, vont bien aux stations d'épuration où elles sont bien traitées. Mais par contre, par temps de pluie, que ce soit des petites pluies comme des grosses pluies, on a un système qui est à bout de souffle, donc avec des débordements au niveau des réseaux d'assainissement qui engendrent des pollutions au niveau des milieux aquatiques. Je vous dis ça parce que c'est sous ce prisme-là que les agences de l'eau se sont intéressées à cette question de la gestion des eaux pluviales, historiquement. Et juste pour donner un chiffre pour illustrer ce propos, nous, sur notre bassin, on évalue que c'est environ 15% des eaux, donc eaux usées, eaux pluviales, qui arrivent dans les réseaux d'assainissement annuellement. Donc 15% qui ne vont pas jusqu'aux stations d'épuration. Donc qui sont déversées directement au milieu sans passer par la case traitement. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des stations d'épuration ultra performantes. Si on ne collecte pas toute la pollution, on n'aura jamais des cours d'eau en bon état et on ne répondra pas aux objectifs qui nous sont assignés par l'Europe. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on est passé d'une logique d'équipement des territoires, encore une fois ce qu'on fait toujours, hein, donc équiper les territoires en ouvrages, hein, en bassins, etc., à une logique d'aménagement. Et cette logique d'équipement qui concernait uniquement les services d'eau et d'assainissement des collectivités, maintenant avec cette logique d'aménagement, on voit bien qu'on est sur une logique qui concerne l'ensemble des acteurs fonciers d'un territoire. Et donc l'idée, c'est vraiment de gérer la goutte d'eau, encore une fois, au plus près de là où elle tombe, pour éviter de saturer ces réseaux d'assainissement-là. Donc d'avoir un aménagement le plus transparent possible vis-à-vis du cycle naturel de l'eau. Donc viser vraiment une transparence hydraulique. Donc sur ce
sur cet aspect-là. Ce qui nous renvoie aussi, quand on dit infiltrer-le là où elle tombe, ne pas le rejeter dans les tuyaux, c'est s'assurer que quand elle tombe, elle ne ruisselle pas. Donc c'est de pouvoir traiter l'enjeu de l'infiltration. Et tu le disais tout à l'heure, c'est à travers le PLU 3 de la AMEL, gérer des centenales. Alors on entend ça aussi, gérer des hauts volumes d'eau. Est-ce que l'enjeu de l'aménagement via la gestion intégrée des eaux pluviales nous permet de traiter les hauts volumes d'eau, les grosses hauteurs d'eau, et éviter qu'on ait des ruissellements et des phénomènes d'inondation par ruissellement? C'est un enjeu fort, ça, pour traiter ce dérèglement climatique qui se poursuit. Ouais. On est vraiment sur un enjeu très fort. Sur cette question, on a vraiment créé un système de gestion des eaux pluviales et un système d'assainissement qui cumule vraiment deux énormes problèmes par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'on a imperméabilisé quasi systématiquement les surfaces. Donc du coup, c'est des eaux qui ne s'infiltrent pas. Donc du coup, un volume d'eau ruisselée à traiter qui est beaucoup plus important. Et le système de gestion, ça a été quasi systématiquement de les gérer par des réseaux. Donc du coup, on concentre les eaux pluviales, on accélère leur écoulement. Et du coup, on va engendrer des inondations, notamment à l'aval, au niveau des points bas, ou des inondations par débordement de cours d'eau. Et donc l'idée vraiment de cette gestion intégrée durable des eaux pluviales, donc, qui consiste déjà à essayer d'imperméabiliser le moins possible en restaurant des fonctions écologiques des sols, d'abord des fonctions hydriques, mais également des fonctions en termes de support biodiversité. On est vraiment sur ce volet-là, donc essayer de désimperméabiliser. Excusez-moi, je perds le fil de mon propos. Non, mais désimperméabiliser, c'est bien ça, et c'est on en a fait la promotion plusieurs fois. L'un des enjeux du baromètre, ce challenge qui mesure tous les, comme le faisait Lionel Mur chez Logis, on le fait sur tout le territoire, compter tous les mètres carrés des raccordés, des imperméabilisés sur le patrimoine des bailleurs. Et pour rappel, c'est 33 hectares sur cette année que l'on a pu faire. Mais donc ça, c'est ce que vous soutenez pour à la fois éviter d'engorger les réseaux d'assainissement et permettre aussi cette prévention des risques. Donc l'idée, c'est vraiment essayer d'imperméabiliser le moins possible, uniquement là où c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a vraiment toute une boîte à outils qui existe. Là, je vous invite à vous rapprocher des agences de l'eau qui peuvent vous faire connaître cette boîte à outils, ou d'associations comme l'Adopta chez nous, sur le bassin Artois-Picardie, mais qui rayonne maintenant au niveau national. Et aujourd'hui, on a vraiment tout un tas de solutions qui permettent de gérer les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent. Donc en favorisant bien entendu des solutions rustiques, donc toutes les solutions de pleine terre qui vont apporter tout un tas de services écosystémiques, et même en termes de revêtements minéraux. Aujourd'hui, on a toute une gamme de revêtements poreux, de revêtements minéraux poreux qui existent, qui permettent de gérer les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent. Donc il y a vraiment un enjeu à les faire connaître et à les utiliser. Et surtout, ces solutions-là ne sont pas des solutions nouvelles. C'est des solutions qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent. Sur Douai, par exemple, on a des voiries en revêtement poreux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui et qui fonctionnent très bien. Donc là, le premier enjeu, c'est d'imperméabiliser uniquement là où c'est possible, et ensuite pour les plus exceptionnels que tu évoquais, qui vont se produire, c'est sûr. Le risque zéro n'existe pas, c'est de penser l'aménagement en l'intégrant dans son bassin versant par rapport au cheminement de l'eau. Donc essayer de penser l'implantation des bâtiments, jouer sur le nivellement pour éviter que les excédents d'eau liés à ces pluies exceptionnelles ne viennent pas engendrer des dommages. Donc pour donner un exemple, c'est mieux d'inonder le stade de foot plutôt que d'inonder la maison de retraite. Donc c'est vraiment comment on intègre notre projet dans son bassin versant, et ça se fait en lien vraiment avec la collectivité et en lien avec des outils d'urbanisme, notamment les zonages pluviaux, qui sont déployés par les collectivités avec des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales. Donc c'est vraiment à cette échelle-là que le projet s'aborde, et du coup ça demande de vraiment faire un lien entre les urbanistes, les architectes, les VRD, donc pour vraiment qu'il y ait ce cheminement de l'eau qui soit pensé dès le début. Oui, et je pense que ce qui importe aussi pour les bailleurs qui ne veulent pas contribuer à l'inondation des EHPAD, c'est de bien prendre conscience que le risque inondation par ruissellement,
il existe sur leur patrimoine, quand bien même ce patrimoine n'est pas couvert par un PPRI. Le PPRI, ce n'est pas toujours l'alpha et l'oméga de la connaissance des risques d'inondation. Ouais. Oui, exactement. Il commence à y avoir des PPRI et des PAPI. Donc les PAPI, c'est les programmes d'aménagement et de prévention des inondations orientés sur le risque inondation par ruissellement. Mais en effet, le risque ruissellement, on est vraiment sur un risque diffus. Le ruissellement, il n'y a pas besoin d'être à proximité d'un cours d'eau pour avoir du ruissellement. On n'est pas sur l'inondation par débordement de cours d'eau. On n'est pas non plus obligé d'avoir des zones en pente forte pour avoir des ruissellements. Donc le ruissellement peut se produire partout. La pluie peut tomber partout. Donc là, ce titre d'exemple, il y a l'Union régionale de l'habitat Hauts-de-France qui a lancé une étude pour identifier l'adaptation de son parc, donc, du parc HLM des Hauts-de-France, vis-à-vis de ces risques liés au dérèglement climatique. Et donc ils ont étudié plusieurs aléas, donc aléas liés aux îlots de chaleur, aléas retrait-gonflement des argiles, les différents aléas inondations. Et donc ce qui ressort, c'est que l'aléa d'inondation par ruissellement est l'aléa le plus important en termes d'exposition du bâti actuel. Donc actuellement, c'est plus de la moitié des logements qui sont exposés à ce risque. Un sur deux, nous disait le vice-président. Ouais. Un bâtiment sur deux, effectivement, est concerné. Exposé, ouais. Exposé. Donc du coup, et avec les prospections liées au dérèglement climatique, c'est plus de 100, c'est la totalité du parc, la quasi-totalité du parc qui est exposé à l'horizon 2100. Et en termes de vulnérabilité, donc ça c'est l'exposition, mais en termes de vulnérabilité, on a 13% du parc actuellement qui est très vulnérable, et on voit que cette vulnérabilité augmenterait fortement et passerait à 33%. Et donc au niveau des solutions, pour pallier ces pluies exceptionnelles, cet aléa ruissellement, une des solutions que les bailleurs peuvent avoir, c'est de travailler sur les abords. Donc les bâtiments, les bailleurs sont propriétaires du bâtiment terme, ils sont également propriétaires des abords qui peuvent être conséquents. Et donc il y a un enjeu à travailler déjà sur toutes les petites opérations de renouvellement, qu'on va refaire un parking, qu'on va refaire un espace vert, pour voir comment on peut, avec des bons réflexes, essayer de mettre à profit ces opérations de renouvellement pour en même temps gérer les eaux pluviales et diminuer l'exposition vis-à-vis de ces risques. C'est ce qu'on va voir avec WIDAD, puisqu'on a une application assez forte et très bien développée dans le Grand Est de toutes ces opérations avec des projets qui ont été menés. Et là, justement, le projet mené sur la région Grand Est, c'est d'étudier ce potentiel de déconnexion à cette grande échelle. Et on reviendra sur ce retour d'expérience de Grand Est pour voir comment ça nourrit aussi ce que vous portez au niveau d'Artois-Picardie. Oui, alors bonjour à tous. Je vais peut-être présenter en quelques mots qui on est, pour ceux qui ne sont pas habitués aux associations et unions régionales. Alors l'Union régionale HLM Grand Est, c'est l'association professionnelle qui regroupe les 71 organismes HLM qui interviennent en région Grand Est. Nous, en tant qu'association, on accompagne les bailleurs sociaux dans différentes missions. Nous les représentons par exemple à des instances institutionnelles, nous proposons des démarches de mutualisation et nous pouvons aussi mener pour le compte des bailleurs sociaux certaines études sur différents sujets, notamment sur des questions liées à la transition environnementale et plus particulièrement dans notre cas sur la question de la GIEP, de la gestion intégrée des eaux pluviales. Alors, pour vous donner quelques chiffres, nous, dans le Grand Est, les bailleurs sociaux gèrent plus de 430 000 logements sociaux. Alors, je donne cette information parce qu'au départ, quand on avait commencé à échanger avec notre agence principale qui intervient dans la région Grand Est, à savoir l'agence de l'eau Rhin-Meuse, on a dû adapter un petit peu notre langage parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de parler de construction, de réhabilitation et de parler en termes de logements sociaux. Et donc, ce qui intéressait plutôt les agences de l'eau et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, c'était plutôt de connaître le total finalement des surfaces non bâties et de connaître aussi le total aussi des surfaces actives, là, ce qui permet le ruissellement des eaux pluviales. Et de voir finalement, comme le disait Hervé, les bailleurs sociaux sont propriétaires d'espaces bâtis, mais ils sont également propriétaires d'espaces non bâtis, et c'est de savoir comment finalement on peut mobiliser ces espaces-là pour justement favoriser la désimperméabilisation, le déraccordement des eaux pluviales, favoriser aussi la végétalisation et la renaturation. Donc voilà, petite parenthèse, parce que voilà, on a mis un petit moment à prendre connaissance du travail à la fois des bailleurs sociaux et des agences de l'eau
pour mieux se connaître et travailler ensemble. Et ça amène à un projet, ce partenariat avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse notamment, et puis des projets portés par les bailleurs pour contribuer effectivement à ce déraccordement et cette désimperméabilisation que tu as pu suivre assez finement, et avec cette comptabilisation là, de tous les projets que l'on a sous les yeux. Exactement. Alors, on a eu une montée, mais fulgurante, du nombre de dossiers déposés par les organismes HLM, des demandes de subventions, et puis une montée en compétences au sein des organismes HLM. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le bilan qui est assez parlant, mais notre partenariat a démarré très tôt, dès 2021. Alors nous, on a eu un petit peu de chance parce que c'est l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui est venue vers nous dans le cadre de la mise en place d'un appel à projet uniquement dédié aux organismes HLM. Et donc l'agence de l'eau Rhin-Meuse avait l'habitude de travailler avec quelques bailleurs sociaux pionniers sur la question. Et il y avait une volonté de la part de l'agence de l'eau de massifier les pratiques au sein des organismes HLM, et donc de se tourner vers nous en tant que représentants des organismes HLM du Grand Est pour voir quelles seraient les perspectives de collaboration entre nous. Et donc dès 2021, on a co-construit cet appel à projet qui a été lancé donc en 2021 dans le cadre du précédent programme d'intervention, du 11e programme d'intervention des agences de l'eau. Et on a mis quand même un petit peu de temps à se connaître, comme je le disais, nous de notre côté, de connaître quel était le travail des agences de l'eau, de voir que c'était à la fois un acteur financier indispensable pour les organismes HLM, comme le disait Hervé, c'est l'opérateur numéro 1 en matière de politique de l'eau. On a à la fois un acteur financier, mais d'un fort appui technique. On a eu beaucoup d'organismes HLM lors de réunions avec des collectivités, avec la maîtrise d'œuvre, avec les bureaux d'études, où finalement les agences de l'eau jouent ce rôle finalement de, entre guillemets, de médiateur et d'accompagnateur aussi, pour faciliter certaines opérations de GIEP qui des fois sont un petit peu compliquées ou mal connues de tout cet écosystème. Et de l'autre côté, les agences de l'eau, l'agence de l'eau Rhin-Meuse avait besoin aussi de connaître qui étaient les organismes HLM, comment ils travaillaient, comment ils pouvaient fonctionner, et comment surtout l'agence de l'eau pouvait les accompagner à la fois sur le plan financier et technique. Et donc tout cela nous a permis petit à petit de construire notre partenariat, sachant qu'à côté de ça, je pense que c'est important de donner quelques chiffres aussi dans le Grand Est. Nous, notre aléa climatique principal, ce sont les inondations. Il y a eu une très belle étude qui a été menée par la région Grand Est qui donne à voir un petit peu les impacts des différents aléas climatiques en région Grand Est. Nous, dans notre cas, par exemple, plus d'un quart des communes seront ou sont concernées par des inondations, de fortes inondations. On a à côté de ça de plus en plus d'épisodes de sécheresse avec un déficit pluviométrique de plus de 70% par exemple sur le bassin Rhin-Meuse. Et donc toute une réflexion du côté des bailleurs sociaux pour réfléchir à comment intégrer ces enjeux-là liés aux inondations. Comment aussi accompagner, parce que on gère du patrimoine, des espaces non bâtis, mais on loge des locataires également. C'est donc aussi, ça a été aussi évoqué lors de la première table ronde de tout à l'heure, c'est aussi de réduire leur facture d'eau et de s'intégrer, de s'inscrire vraiment dans ces questions de transition environnementale et d'adaptation au changement climatique. Et donc finalement, c'est tout ce contexte et toutes ces conditions-là qui nous ont menés à signer officiellement notre partenariat dans un premier temps. On a été la première association à collaborer avec une agence de l'eau. On l'a signé en 2023, même si en 2021 et 2023, on a mené pas mal d'actions quand même. Et s'en est suivi une deuxième convention qui a été signée par l'ARCA, qui est l'association de Champagne-Ardenne, qui est plus concernée par le bassin Seine-Normandie. Et donc on aboutit à un bilan qui est très positif aujourd'hui. Et vous le voyez, en l'espace de 3 ans seulement, par exemple sur le bassin Rhin-Meuse, on est passé d'une dizaine de projets déposés dans le cadre de l'appel à projet qui avait été mis en place par l'AERM à plus d'une vingtaine. Et ce qui est plus significatif, c'est le mètre carré de surface désimperméabilisée. On est passé de 16 000 mètres carrés à 10 fois plus, à plus de 130 000 mètres carrés. Et on a plus d'une cinquantaine de projets qui ont été déposés et une surface de mètres carrés désimperméabilisés assez importante. Et il y a lieu de noter plus de 12 millions d'euros de subventions. Sachant qu'à côté de ça, je tiens à le souligner, ça avait été évoqué, il me semble, hier lors d'une table ronde sur l'adaptation au changement climatique. Les agences de l'eau, pour la plupart d'entre elles, instruisent aussi les dossiers dans le cadre du fonds vert, puisque les bailleurs sociaux sont éligibles à l'axe renaturation. Donc on voit que c'est un acteur incontournable, la question de la renaturation de façon générale et de l'adaptation au changement climatique. Et d'ailleurs, c'est un point important qu'on avait intégré dans notre première convention avec l'AERM, c'est vraiment d'accompagner les organismes HLM
à aller de plus en plus vers un urbanisme durable via la GIEP. On ne s'est pas limité qu'à la question GIEP, mais c'est vraiment la question de l'aménagement et de l'urbanisme durable qui était importante pour nous, parce qu'on voit de plus en plus d'organismes HLM qui ont même aujourd'hui des services aménagement au sein de leur organisme. Et voilà, on est face à des bailleurs qui construisent, qui réhabilitent, mais qui aménagent aussi des quartiers et des villes. Et en misant sur les co-bénéfices du déraccordement pour végétaliser, lutter contre les îlots de chaleur, enfin c'est tout ce qui est évoqué. Et donc là aujourd'hui, Ouidad, on va vers un parc HLM en Grand Est où la gouttière, la descente d'eau, ça n'existe plus. On déraccorde tout et on désimperméabilise tout le parc. Non, il y a une étude en cours qui vise à justement analyser tout le potentiel de déraccordement. Oui, par contre, je ne sais pas comment aller vers la diapo suivante. Bouton vert. Ah, bouton vert, pardon. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans une étude de grande envergure, à grande échelle, parce que dans un premier temps, lorsqu'on a démarré notre partenariat avec l'agence de l'eau Rameuse puis Seine-Normandie, on a profité finalement de ces appels à projets, des subventions des agences de l'eau pour accompagner les organismes HLM dans des projets ponctuels et expérimentaux. On voulait donner la possibilité aux organismes HLM d'expérimenter, de tester la GIEP sur certains projets. Et on a par exemple, là je vous ai mis quelques exemples de projets assez intéressants où on a par exemple ce bailleur Le Toit Vosgien, un petit organisme dans les Vosges que vous connaissez peut-être certainement pour ses constructions passives assez exceptionnelles. Je crois qu'ils sont dans la salle. Et qui sont dans la salle et que je salue, et qui a profité justement de cet appel à projet et d'un projet de réhabilitation de 12 logements à Gérardmer pour finalement tester, expérimenter, et on est face à un projet qui est tout à fait pertinent, où on a travaillé sur le parking avec l'aménagement de dalles drainantes enrobées. On a travaillé aussi en termes de renaturation par la mise en œuvre de nous. Il y a également toute une réflexion sur les toitures pour une gestion des eaux pluviales, et on est face à un projet où on n'a pas eu besoin non plus de faire des travaux très importants, ça n'a pas nécessité non plus des coûts très très importants de travaux, et finalement ça favorise à réduire les îlots de chaleur et à faire profiter aux locataires d'un cadre de vie très très agréable. On a aussi des projets un petit peu plus ambitieux avec 3F Grand Est. Alors ce que vous voyez en dessous de la dalle, c'est un parking. Au lieu d'avoir juste une dalle en béton, on a toute une réflexion de végétalisation. Et on a effectivement cette étude qu'on mène aujourd'hui grâce à l'aide de l'agence de l'eau Rameuse, qu'elle a financée à hauteur de 70% du montant total de l'étude, et grâce à l'USH qui finance à 25%, que je remercie à nouveau. On a lancé une consultation et c'est le bureau d'études infraservices qui a été retenu. Et donc l'objectif de cette étude-là, alors il y a certains bailleurs qui l'ont fait, il y a notamment Epinal Habitat qui a été le premier organisme HLM à mener une étude de potentiel de déconnexion sur l'ensemble de son parc HLM en 2019. Et donc nous, on a souhaité s'intégrer aussi dans le cadre du 12e programme de l'agence de l'eau Rameuse qui appuie davantage des démarches plutôt globales. Après avoir expérimenté dans le cadre du 11e programme, on a souhaité aller un petit peu plus dans des stratégies globales. Et donc on a souhaité donner un petit coup de pouce aux organismes HLM en menant cette étude un petit peu plus globale, dont l'objectif est de mettre à disposition à chaque organisme HLM une cartographie, que ce soit à l'échelle de son organisme ou à l'échelle d'une commune, à l'échelle régionale ou interco, de voir finalement quel est le potentiel des parcelles qui peuvent être déconnectées, avec un code couleur, comme vous le voyez, de la plus très facile à déconnecter à la très difficile à déconnecter. Et donc là, on vient de démarrer cette étude au mois de juillet. On est passé par une phase de collecte, donc il fallait collecter toutes les parcelles cadastrales. On a échangé avec les bailleurs sociaux pour identifier les critères de potentiel de déconnexion. Donc est-ce qu'on retient l'ombre, est-ce qu'on retient la pente favorable, est-ce qu'on retient le frontaru. Donc il y a eu tous ces échanges-là avec les bailleurs. Et là, on est en train d'analyser via la cartographie le potentiel de déconnexion des parcelles. Vous avez l'exemple d'un organisme HLM, la cartographie. Bon, elle n'est pas très très claire parce que c'est plutôt un brouillon là, ce que vous voyez. Oui, le travail est encore en cours. Est vraiment en cours. Voilà, on devrait la finaliser d'ici au mois de février 2026. Mais vous avez une première cartographie où juste avec un code couleur, on arrive à estimer le nombre, par exemple, de parcelles qui seraient difficiles à déconnecter ou faciles à déconnecter. Et l'objectif est par la suite de fournir également un guide de solutions techniques où on ferait un zoom sur une dizaine ou une vingtaine de parcelles d'organismes HLM qui sont en fonction de leur niveau de potentiel de déconnexion pour donner à voir techniquement comment on pourrait intervenir et quels seraient les coûts d'investissement.
Bien évidemment, à côté de cette cartographie, on a des données quantitatives qu'on mettra à disposition. Donc les surfaces, pour connaître les surfaces totales, connaître les surfaces actives, et puis avoir des données liées par exemple au volume potentiellement déconnectable et les coûts qui sont liés à cette déconnexion. Un des critères aussi qu'on a retenu, c'est également les coûts, parce que des fois on peut être sur une parcelle qui est peut-être moyennement déconnectable, mais qui n'engendre pas des coûts très importants. Donc voilà, on l'a fait peut-être basculer vers une parcelle facilement déconnectable. Donc voilà, les résultats seront communiqués au mois de février 2026 et l'USH pourra diffuser tous ces documents. Oui, absolument. Et s'aimer, en voyant si sur les autres régions, on peut aussi porter ce type d'approche. Après, il y aura l'enjeu opérationnel, de voir comment on conduit les travaux et comment on a la bonne prescription. Et ça, Hervé, c'est un point peut-être important parce que les agences de l'eau, depuis 1964, ont changé un peu de doctrine sur la gestion de l'eau pluviale, mais il y a aussi une courbe d'apprentissage chez tous les acteurs, des concepteurs paysagistes, des hydrologues, des archives. Il faut pousser ça et vous essayez de les mobiliser sur les bons réflexes en matière de GIEP. Oui, il y a vraiment un enjeu. Enfin, s'il y a un maître mot, c'est vraiment l'accompagnement, accompagner l'ensemble des acteurs et dont les bailleurs sociaux. Donc là, je regarde cette étude-là avec beaucoup d'intérêt parce que ça donne un outil précieux à l'ensemble des bailleurs sociaux d'un territoire pour les équiper en outils opérationnels pour avoir des éléments concrets sur combien ça coûte, comment on peut déconnecter à tel ou tel endroit. Et il y a vraiment cet enjeu d'accompagnement aujourd'hui de l'ensemble des acteurs de l'aménagement, que ce soit donc les maîtres d'ouvrage, mais également les maîtres d'œuvre. Pour que cette question de la gestion des eaux pluviales soit pensée de manière vraiment pluridisciplinaire et répondre à ces enjeux. Notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est les ingénieurs VRD, c'est les architectes. Les architectes, c'est tout bête, mais c'est rien que réfléchir aux descentes d'eau pour que l'eau qui descend d'une gouttière se retrouve à l'endroit où on l'attend, donc c'est-à-dire en surface et non pas enterrée. Ça peut arriver bien souvent dans les bâtiments. Donc voilà, c'est comment on travaille tous ensemble pour monter en compétences et avoir des projets qui permettent d'intégrer cette gestion de l'eau et de la nature également, parce que les deux vont ensemble, dans l'aménagement. Et donc du coup, au niveau d'Artois Picardie, au niveau de l'agence de l'eau Artois Picardie, on a signé donc en début d'année, en mars 2025, à l'occasion du Forum national de la gestion durable des eaux pluviales, un partenariat avec l'Union régionale de l'habitat Hauts-de-France et la Banque des territoires, justement pour accompagner les bailleurs sociaux dans la massification de cette gestion durable et intégrée des eaux pluviales sur le renouvellement urbain. Donc avec l'Union régionale de l'habitat qui est vraiment un relais efficace et efficient sur cette thématique avec plusieurs opérations de communication. On en a fait plusieurs, il y en a encore plusieurs qui sont prévues. Justement, eux aussi sont dans la salle. Et je remercie Simon qui est présent de l'URH qui est vraiment un relais très important pour nous. Et donc la Banque des territoires également, qui apporte au travers de ce partenariat son offre de prêt via le dispositif Aquagir qui a été présenté, mais également un dispositif assez exceptionnel qui mérite d'être présenté, qui est un accompagnement technique. Donc c'est une assistance méthodologique, c'est une sorte de pré-assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être apportée auprès de... Donc ça a été dimensionné pour accompagner 20 bailleurs sociaux sur toute la durée de notre convention qui dure 3 ans. Et donc c'est un accompagnement de 15 à 25 jours par bailleurs sociaux pour les accompagner sur un projet type, pour les faire monter en compétences, donc pour que vraiment ils aient ces bons réflexes au moment de la conception des projets et au moment de la commande. Ça c'est un point important, donc c'est passer des bonnes commandes également. Donc pour éviter, casser ce réflexe tout tuyau qui est encore présent. Casser les idées reçues, on a encore beaucoup d'idées reçues sur la gestion intégrée des eaux pluviales, sur le fait qu'on on ne peut pas infiltrer partout, quand on est sur des zones où il y a de la pollution, des zones où il y a des cavités. Aujourd'hui, on a tout un tas d'exemples qui nous montrent que si, on peut infiltrer. Bien sûr, il y a des adaptations à faire, mais c'est possible. Donc là, c'est l'objet de cet accompagnement pour faire monter en compétence les bailleurs sociaux. Et puis, à terme, l'objectif, c'est bien entendu qu'ils intègrent ça dans leur programme stratégique patrimonial pour que ça devienne vraiment une habitude, un réflexe. Et donc, au niveau de ce partenariat, il y a l'agence de l'eau également, où nous, on apporte également un accompagnement technique de premier niveau que WIDAD a présenté. Donc, on a la chance d'être un acteur de terrain au niveau des agences de l'eau. On n'est pas dans notre tour d'ivoire. On a des chargés d'intervention qui peuvent se déplacer sur le terrain, qui peuvent participer à des réunions avec la maîtrise d'œuvre,
Hein, ça, c'est vraiment très important. L'idée, c'est de nous solliciter, bien entendu, le plus en amont possible des projets, hein, parce que c'est vraiment cette étape-là hein, où on intègre cette donnée eau. Hein, il ne faut pas l'intégrer à la fin du projet, il faut vraiment l'intégrer dès le plan de masse, dès le dessin, au niveau de l'esquisse. Donc on a cet appui technique qui est apporté par les agences de l'eau également en premier niveau, et puis l'appui financier également, donc avec un appel à projet qui permet de financer de la déconnexion des eaux pluviales, donc de la désimperméabilisation, de la renaturation. On peut financer également des actions de sobriété en eau, donc là sur la partie bâtimentaire, avec des cuves de récupération des eaux pluviales, des dispositifs hydroéconomes dans les bâtiments aussi, et des travaux plus classiques de réhabilitation de réseaux d'assainissement et de réseaux d'eau potable. Et donc sur cet appel à projet, on a une enveloppe sur 2 ans de 6,5 millions d'euros, avec dont 500 000 euros qui sont apportés par la Banque des Territoires pour cofinancer des études, et notamment des études du potentiel de déconnexion des eaux pluviales sur le modèle de ce que WIDAD vous a présenté, mais qui est fait à l'échelle de la région Grand Est, pour le coup. Alors justement, on parlait de la Banque des Territoires. Le programme eau, il a été exposé en ciblant les collectivités hein, comme cible principale. Désolé pour la redondance, mais du coup, les bailleurs, là, avec tout ce qu'on se dit, comment on peut les envisager associés au programme eau dans ces évolutions futures? Du coup, ils sont les bienvenus. Hein, finalement, la Banque des Territoires, elle intervient peut-être un peu plus en amont par rapport à tout ce qui vient d'être dit de la part d'Hervé. On est vraiment là pour faire de l'accroche. Donc, si vous avez besoin de vous sensibiliser au sujet de l'eau, sur aquagir.fr, vous avez beaucoup de ressources. Et effectivement, on peut intervenir, là, on vient de le dire, avec des crédits d'ingénierie. On peut aussi intervenir dans les actions de financement en prêt. Et par rapport à tout ce sujet de sensibilisation, tout à l'heure, Véronique en parlait, on est en train donc, de lancer un travail de production sur la façon dont les bailleurs sociaux peuvent, à l'échelle de l'habitat social, participer à ces enjeux de sobriété hydrique, participer à la prise en compte de ces risques, hein, parce qu'il y a aussi cette partie-là qui est prise en charge, avec un objectif de livrable illustré par des initiatives locales, et on en a eu plusieurs exemples aujourd'hui, c'est super, pour inspirer le secteur à poursuivre. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit ici. Chaque mètre carré compte, et donc chaque action qui pourrait être mise en place sur les espaces non bâtis et bâtis, avec les toitures dont on a évoqué aussi tout à l'heure un sujet, sont les bienvenus pour participer à limiter les risques d'inondation, limiter les enjeux liés aux îlots de chaleur et aux effets de grosse chaleur, et participer effectivement à limiter la pression amont sur la ressource en baissant nos consommations. Je me permets juste peut-être un petit clin d'œil, parce que tout à l'heure j'ai entendu dire qu'il y avait un enjeu aussi une attention portée finalement à l'impact tarifaire sur les locataires. Je me permets simplement un petit sujet, parce que finalement c'est super d'un point de vue environnemental de baisser sa consommation par rapport à cette pression qu'on peut avoir sur la ressource en eau. Néanmoins, c'est des recettes en moins, hein, parce que finalement les collectivités perçoivent du coup la tarification de l'eau, des usagers du service, en fonction du volume essentiellement consommé par chacun. Donc si tout le monde consomme moins, ça fait moins de recettes pour la collectivité locale, qui a de ce fait moins de moyens pour agir derrière. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des vrais enjeux de maintien de services publics essentiels pour tout à chacun. Donc il y a aussi après une boîte à outils pour les collectivités autour de cet enjeu de tarification, avec des possibilités de travailler autour de tarification saisonnière ou de tarification sociale en l'occurrence. Mais voilà, c'est simplement pour dire que la tarification, elle est là aussi pour nous assurer à tout à chacun l'accès à un service, donc l'accès à de l'eau potable, l'accès à un service d'assainissement, et donc c'est ça qu'on paye. Voilà, c'est juste un message. Ça, je pense qu'on pourrait avoir une journée sur l'enjeu de la tarification de l'eau. Peut-être WIDAD en conclusion, ouverture, avec tout ce retour d'expérience que vous avez au sein de l'UR Grand Est, sur quoi il faut pointer maintenant l'enjeu pour passer à l'action? Sur les compétences, sur les financements, sur les partenariats? Il y a quand même des besoins encore pour que tous les diagrammes qu'on a sous les yeux se traduisent en projets réels.
Oui, c'est vrai que Hervé en a parlé. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on a mis en place avec Agence de l'eau Rameuse est très porteur aujourd'hui, a porté ses fruits. On a face à nous des bailleurs sociaux qui ont gagné en compétences techniques, qui ont vraiment un langage... quand ils parlent avec les agences de l'eau, ils parlent d'égal à égal avec un langage compréhensible. Et il y a besoin, je pense, aujourd'hui, voilà, d'embarquer un petit peu tout cet écosystème. On a encore des bureaux d'études, peut-être, qui ont besoin encore de formation, une maîtrise d'œuvre aussi, qui a besoin d'échanger un petit peu plus avec ces bureaux d'études, et donc de pouvoir peut-être nouer des partenariats, des collaborations locales entre tout cet écosystème-là. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'une commission qui est mise en place par l'Agence de l'eau Rameuse, qui s'appelle la Commission de gestion d'eau et urbanisme, lors de laquelle on retrouve tout cet écosystème. On a les agences d'urbanisme, on a les CAUE, on a l'Ordre des architectes, on a tout ce monde-là. Nous-mêmes, en tant qu'association, on est membre de cette commission, lors de laquelle voilà, on peut débattre, on peut discuter de certains sujets. C'est une instance administrative aussi qui nous permet, nous, en tant qu'association, de porter la voix des bailleurs sociaux et d'être écoutés par l'Agence de l'eau, qui est le financeur numéro 1 des organismes HLM en matière d'eau. Et donc, voilà, c'est de pouvoir travailler collectivement à trouver des solutions, des leviers pour favoriser finalement la GIEP dans le logement social de façon générale. Et un dernier petit point peut-être, c'est vrai qu'on a besoin de financement. C'est un sujet voilà, voilà, qu'on parle de réhabilitation, de construction ou même de désimperméabilisation, de gestion intégrée des eaux pluviales, on a besoin toujours de financement. Aujourd'hui, on a la maîtrise technique, on a des acteurs très pertinents comme les agences de l'eau, des bureaux d'études, de la maîtrise d'œuvre aussi qui se forment. Mais on voit bien que voilà, le fonds vert 2025, on a eu du mal à l'avoir. On avait encore des interrogations sur le maintien au plat ou pas de l'axe renaturation qui vient vraiment en complément des aides classiques ou des aides des agences de l'eau. Et donc voilà, le petit message que je lancerai, c'est de favoriser ces financements-là, parce que voilà, on parle de décarbonation, mais on parle aussi de changement climatique. Ce sont des enjeux forts pour les organismes HLM, et pour atteindre des objectifs, on a vraiment besoin de financement et d'articulation un petit peu plus avec certaines politiques, notamment certaines politiques plutôt, et certains documents d'urbanisme comme les PLU, les PLUI, les STRADET, etc. pour voilà, trouver toutes ces articulations. Merci beaucoup, Widad. Et cette conclusion et l'enjeu du financement, on le retrouve dans beaucoup de conclusions de nos rencontres professionnelles. On sait quels sont un peu les enjeux du secteur. C'est aussi le fil rouge de tout ce congrès. Merci beaucoup à vous trois. Merci aux intervenants de la table ronde. On va vous libérer. Et on a encore une demi-journée de congrès, alors je vous souhaite un bon congrès encore. Merci beaucoup.